Merci de préférer BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le développement local est tributaire de la mobilisation des ressources propres du territoire. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? C'est à suivre. La drépanocytose est une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. La cécité touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. La femme enceinte peut cependant épargner son bébé si elle adopte de bons comportements. Pour des villes durables, les élus locaux et les communautés locales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adjagbojou nous apporte ici des éléments de réponse. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui, malheureusement, ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc, vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources ne sont pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources.
Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. On parle santé à présent, c'est une maladie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie invalidante? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babakbito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. On reste en santé pour parler de la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Question, quelle pourrait en être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne ici quelques éléments de réponse. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte,
du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Les autres faits marquants de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, une compilation réalisée par Amandine Aniamboussou. Une société de fabrication de véhicules électriques s'implante dans la zone industrielle de Glodjigbe. La signature du protocole d'accord consacrant l'installation de cette société s'est déroulée ce mercredi en présence des parties impliquées. Ce protocole d'accord est le fruit du partenariat entre le gouvernement et Aris Lip, un développeur panafricain de zone économique spéciale. Cette société devient ainsi la première unité à prendre place au sein de la zone industrielle. À travers son investissement de plus de 20 millions de dollars US, la société entend créer une chaîne de production de 1000 motos et 30 tricycles électriques par jour qui, à terme, emploiera plus de 1500 Béninois et Béninoises. Après l'incendie du dimanche dernier au marché d'Antokpa, la ministre de l'Industrie et du Commerce est rendue sur les lieux. L'objectif est d'évaluer les dégâts causés par les flammes et d'exprimer la compassion du gouvernement aux sinistrés. L'autorité ministérielle a exprimé toute sa désolation pour les dégâts causés par l'incendie. Elle affirme que le gouvernement suit cette situation de très près avec beaucoup de tristesse. Elle a également souligné qu'il est nécessaire pour les femmes d'exercer leur commerce dans un cadre sécurisé. À l'en croire, les incendies auxquels les Béninois assistent dans les marchés, principalement dans le marché d'Antokpa, seront bientôt conjugués au passé. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a lancé ce jeudi à Cotonou la première édition de l'agenda des PME, un outil destiné à faire la promotion de produits made in Bénin. L'objectif de l'agence est de faire en sorte que les grands centres de consommation puissent s'informer sur les activités des PME. Il s'agit de proposer toute une gamme de produits et de services vendus au Bénin, de faire connaître les solutions développées par le secteur privé local, de faire la publicité relative aux différentes sociétés et la promotion des structures d'appui aux PME. Les entreprises mises en exergue dans l'agenda ont été sélectionnées dans toutes les régions du Bénin. La Tunisie prévoit de doter ses entreprises et institutions publiques de 30 MW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2025. Cette nouvelle initiative va permettre de réduire considérablement les factures d'électricité accumulées par l'administration publique. Le projet sera financé par la Banque allemande de développement, le Fonds de transition énergétique et par l'Agence nationale de gestion de l'énergie de la Tunisie. L'efficacité énergétique occupe une place importante dans le pays qui est le 20e au monde sur un total de 133 pays évalués en la matière.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.